Bonjour, chère communauté francophone et francophile. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule Manger et boire en Colombie-Britannique. Dans cette première partie, nous allons voir les réglementations alimentaires et dans une seconde vidéo, nous verrons ce que l'on peut manger concrètement en Colombie-Britannique. Ici, on va parler labels, OGM, pesticides, hormones, école, plastique, eau, alcool et accord CETA. Une façon d'aborder l'alimentation dans un pays, c'est peut-être de se pencher sur ses labels. Je vous en présente quelques-uns. Concernant le label biologique, organique, canadien, sachez qu'il est de même qualité que les produits estampillés bio dans l'Union européenne, tout simplement parce qu'il existe une entente d'équivalence biologique entre l'Union européenne et le Canada, ce qui signifie que les produits bio certifiés conformément aux normes du Canada ou de l'Union européenne peuvent être mis en vente ou étiquetés comme produits bio tant au Canada que dans l'Union européenne. Donc, pourvu que le produit soit certifié par un organisme de certification accrédité de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou par un organisme de contrôle reconnu par un des États membres. Ensuite, vous avez le BioCheck Non-Glyphosate et tous les labels non-GMO, donc le sans OGM. Sachez aussi que l'étiquetage bilingue des aliments français-anglais est obligatoire dans toutes les provinces du Canada, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous francophones. On va poursuivre avec le dossier OGM. Alors, déjà, après 20 ans de commercialisation de cultures OGM, c'est toujours les mêmes 5 pays qui produisent plus de 91% des OGM. Et la part du Canada est de 7%. Et tandis que 64 pays dans le monde ont déjà adopté un étiquetage obligatoire des OGM, le Canada reste largement en retard dans ce dossier, c'est-à-dire que une entreprise alimentaire n'a aucune obligation d'estampiller son produit OGM. Donc vous ne savez pas réellement ce que vous mangez. Seul un label sans OGM peut vous garantir que le produit est exempt d'OGM. Alors, quels sont les OGM produits par le Canada? Donc là, on va parler OGM donc, dans le sens transgénèse ou transformation génétique, qui est la modification héréditaire d'un génome à la suite de l'intégration et de l'expression d'un gène étranger. Donc ce type d'OGM-là, il est autorisé au Canada depuis 1995 et après on parlera des nouveaux OGM. Donc 4 cultures génétiquement modifiées au Canada. Vous avez le maïs grain, le canola. Le canola, c'est un type de colza, le soja et la betterave à sucre. Et d'ailleurs, 4 cultures génétiquement modifiées dominent la production mondiale. Donc on retrouve le maïs, le canola, le soja et il y a le coton. 100% des cultures génétiquement modifiées dans le monde sont modifiées donc en fonction d'un ou de 2 caractéristiques. Soit la tolérance aux herbicides, ou soit la résistance aux insectes. Comme vous voyez sur le diagramme, presque tout le canola et la betterave à sucre est cultivé au Canada en tant qu'organisme génétiquement modifié. Plus de 80% du maïs grain est OGM et 60% du soja. Il y a donc très peu de fruits ou de légumes génétiquement modifiés dans les épiceries. Mais cependant, en lisant de plus près les étiquettes des produits, notamment transformés, on constate qu'une très grande majorité contiennent des dérivés de soja, de maïs ou de canola, sans oublier que la majorité des cultures génétiquement modifiées est destinée à l'alimentation animale. Donc, la consommation des OGM se fait indirectement via la viande, les œufs, le lait et puis d'autres produits issus des animaux. Et aussi, le Canada importe des produits OGM, donc qui sont autorisés à la consommation sur son territoire, comme la luzerne, la papaye, un type de courgette
et l'aubergine. Vous avez aussi peut-être entendu parler des blés OGM, tomates, riz. Voilà, tous ces aliments sont expérimentés comme OGM, mais ils ne sont pas commercialisés dans le monde. Il y a eu des essais dans le passé, mais voilà, ils ont été voués à l'échec. Et concernant le riz, on pouvait en entendre parler concernant le riz doré enrichi en vitamine A, mais il n'est toujours pas commercialisé. Et donc, quand tu sais qu'il n'y a aucun blé OGM dans le monde, tu peux trouver ça bizarre d'acheter un paquet de farine de blé et de retrouver un logo sans OGM, GMO free. Du coup, on constate qu'il y a une surutilisation des labels sans OGM, mais peu de gens savent ce que je viens de vous dire, quels sont les produits qui sont réellement OGM. Donc du coup, comme l'étiquetage, il est volontaire, donc bien sûr, vous ne verrez pas de produits estampillés avec OGM, mais par contre, c'est toujours qualitatif de mettre sur un paquet de farine du sans OGM. Voilà. C'est toujours pour berner le consommateur, malheureusement, qui n'est pas, lui, assez documenté. On continue avec le saumon OGM. Alors, reste accroché, n'aie pas peur, parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Canada, c'est le premier pays à avoir accepté la consommation d'un animal génétiquement modifié, mais le pays vient très récemment de s'en détourner. Son petit nom, c'est le saumon SAA, donc Saumon Hack Advantage, qui est le nom de l'entreprise qu'il a créée et qui se trouve sur l'île du Prince-Édouard. C'est un saumon à croissance rapide, donc qui détient le gène codant pour l'hormone de croissance du saumon Chinook, qui est un des plus gros saumons, et il est lié à la séquence promotrice d'un gène de la loquette d'Amérique. Quel est son avantage? Il produit des hormones de croissance en tout temps, plutôt que lors de circonstances favorables. Il est prêt pour la vente après 1 an et demi plutôt que 3 ans. Et il grandit 4 à 6 fois plus vite qu'un poisson de l'Atlantique normal. Il consomme 10% de moins de nourriture. Et ce saumon atteint une taille commercialisable 2 fois plus vite que les saumons d'élevage classiques. Mais faute de consommateurs, c'est-à-dire que même des géants de l'agroalimentaire ont tourné le dos au Canada à ce saumon transgénique. La société Aquabounty, qui fait le saumon Aquadvantage, donc a déclaré qu'il arrêterait la production et la vente directement au Canada. Donc en fait, ils vont continuer de faire des œufs de saumon sur l'île de Prince-Édouard. Et les œufs donc génétiquement modifiés continueront à être expédiés en Indiana, aux États-Unis, pour produire ce saumon, dans la seule autre usine de cette société. Mais voilà, la vente de saumon, elle va se poursuivre au Canada, mais le saumon viendra des États-Unis. Donc il sera facilement détectable dans le commerce, mais par contre, dans la restauration, tu ne sauras pas d'où vient ton saumon, s'il vient de l'Atlantique, du Pacifique, du Canada ou des États-Unis. Donc voilà, tu peux être amené à en consommer. En fait, le Canada a autorisé donc cette commercialisation du saumon. Donc c'est pas parce que voilà l'entreprise change de pays que le saumon transgénique devient interdit au Canada. Ça ne change rien à cela.
Donc là, je vais aborder un autre type d'OGM qu'on appelle les nouveaux OGM, ou encore l'édition génomique, la cygénèse, ou l'outil qui est utilisé, là, le ciseau moléculaire, le CRISPR. Bon, alors, donc là, en fait, c'est un gène qui est directement modifié dans l'aliment et on n'utilise pas un gène extérieur. C'est ça la différence. Et c'est une différence majeure parce que ces nouveaux OGM sont considérés pour le Canada comme non OGM en fait. Donc on va reparler de ça au niveau des accords CETA. Je vous présente ici la pomme arctique. C'est l'édition génomique de la pomme qui ne brunit pas parce que l'enzyme responsable de son oxydation a été neutralisée. Et c'est une petite compagnie de la Colombie-Britannique dans la vallée de l'Okanagan, donc réputée pour ses vins et ses fruits, donc qui a créé cette pomme génétiquement modifiée. Cette pomme génétiquement modifiée a été rachetée par une entreprise américaine, voilà, qui détient aussi Aqua Bounty, ceux qui font les saumons transgéniques. Donc aujourd'hui, tous les vergers se trouvent actuellement aux États-Unis, mais ils sont gérés par cette entreprise britanno-colombienne. Donc la pomme arctique a été mise en marché en 2016 et donc voilà, acceptée par le Canada. Alors ces pommes, elles sont vendues en tranches et non entières. Donc sa consommation reste à la marge au Canada en tout cas, où tu vas la retrouver dans les cafétérias, les hôtels, les universités, voilà, les services de restauration, voilà, tout ce genre d'endroits. Voilà, les hôpitaux, les endroits où ils servent des plateaux de fruits. Voilà, je pense que tu as saisi l'affaire. Et aux États-Unis, il existe sur le marché des petits sachets, donc comme tu peux voir sur ton écran, de pommes pré-tranchées pour la vente individuelle cette fois-ci, mais qui n'existe pas au Canada, voilà, sous cette forme-là. Et pour clôturer le dossier OGM, je te présente la pomme de terre Innate. Innate, c'est le nom de la société et le nom de la pomme de terre, c'est Simplo. Je le prononce à la française. Donc ces pommes de terre, elles sont génétiquement modifiées, mais elles ne sont pas vendues au Canada, mais cultivées dans le cadre de grands essais en plein champ sur l'île du Prince-Édouard, en Ontario et au Manitoba. Et c'est le même topo que pour la pomme arctique. Donc la pomme de terre, elle est génétiquement modifiée, donc elle est vendue aux États-Unis, aux particuliers, mais elle n'est pas vendue, elle n'est pas commercialisée au Canada. Produite au Canada, vendue aux États-Unis. Contrairement à la pomme voilà, que je viens de te présenter, qui elle, tu peux la retrouver donc dans certains restaurants. La pomme de terre génétiquement modifiée, ce n'est pas encore le cas au Canada. Pour conclure ce dossier OGM, j'attire ton attention sur le fait que tous les projets OGM qui sont tombés à l'eau au Canada, c'était suite à l'action d'associations et de rejet des consommateurs. On continue avec les pesticides. Un premier petit rappel, en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme probablement cancérogène pour l'humain. Également, sur le plan international, la Commission européenne s'est prononcée le 16 novembre 2023 en faveur de la prolongation de l'autorisation du glyphosate pour 10 ans, soit jusqu'en 2033. Et pour le Canada, l'utilisation de réhomologuer le
glyphosate pour 15 ans, donc a été voté en avril 2017, donc soit jusqu'en 2032. À titre comparatif avec l'Union européenne, le Canada utilise actuellement 46 substances actives qui sont interdites dans l'Union européenne. Je vais faire un petit focus sur le blé et le glyphosate. Déjà, quels sont les exportateurs de blé dans le monde? Donc, tu vas pouvoir découvrir ça sur le diagramme. Et le Canada, donc, représente presque 14% des exportations de blé dans le monde. La récolte du blé est très particulière au Canada. Alors, comme toute production qui n'est pas biologique, l'utilisation du glyphosate est bien sûr à l'œuvre, mais j'attire ton attention sur le fait que environ 7 jours avant la moisson, avant la récolte du blé au Canada, qui est un pays froid, on vaporise massivement du glyphosate avant la récolte. On appelle ça la maturation chimique ou encore la dessiccation. Et ce principe va aider à faire sécher les épis de blé, car nous sommes dans un pays froid. La dessiccation est par exemple interdite en Italie. Et l'Italie est un grand importateur de blé canadien. Et quand ils ont appris que le Canada procédait à la maturation chimique, donc pulvérisait massivement du glyphosate 7 jours avant la récolte, il y a un mouvement qui s'est créé en 2018. C'était une offensive des anti-blés canadiens en Italie qui ont boycotté le blé canadien. Et, mais voilà, les ventes au fil des années ont repris, mais le Canada poursuit cette méthode. Donc voilà, il y aura peut-être des taux de glyphosate beaucoup plus élevés dans un blé canadien non biologique qu'un blé italien non biologique. Et pour terminer sur le dossier glyphosate au Canada, je te présente une affiche qui s'appelle Stop the Spray, donc qui est éditée par une association dans le nord de la Colombie-Britannique qui s'appelle stopthespraybc.com. Et en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez là sur votre écran? C'est en fait que chaque année en Colombie-Britannique, les entreprises forestières et les agences gouvernementales, elles dépensent des millions de dollars pour éliminer des espèces d'arbres de la catégorie des dicotylédones, dont font partie le tremble et le bouleau, qui sont pulvérisés à grands coups de glyphosate par des hélicoptères. Donc ça va tuer ces arbres-là et on va planter des conifères à la place. Donc ne sois pas étonné si tu vois ce genre de paysage. Et l'association donc, milite pour arrêter ce genre de procédure qui bien sûr, le glyphosate s'infiltre dans les nappes phréatiques et pollue les sols, les rivières et toute sa faune. Maintenant, les hormones et les antibiotiques. Au Canada, les hormones de croissance sont approuvées uniquement pour la production de bovins, donc de bœuf. Elles permettent de produire du bœuf plus maigre et à moindre coût, bien sûr, pour les consommateurs, en aidant les animaux à convertir plus rapidement et plus facilement en muscles les aliments qu'ils consomment. Cependant, l'utilisation des hormones de croissance n'est pas autorisée chez les vaches qui produisent du lait. Et leur utilisation, elle est aussi interdite dans la production des volailles et de porcs. Et quant aux antibiotiques, donc ils sont autorisés pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les poulets, les poules pondeuses, les dindons, les porcs, les poissons.
La vaporisation d'antibiotiques est également autorisée pour les cultures fruitières, les abeilles domestiques. Et bien évidemment, tous les antibiotiques utilisés doivent satisfaire aux normes de Santé Canada, donc c'est le ministre de la Santé canadien, en matière de sécurité humaine et animale. Maintenant, je vais aborder le sujet le plus brûlant de cette présentation, qui est le fromage. Donc déjà, je vais casser ton rêve. Il faut que tu saches que le fromage cru est interdit à la vente au Canada. Tout fromage doit avoir été pasteurisé au moins à 60 degrés avant d'être mis en vente. Pourquoi cette pasteurisation obligatoire? Parce que le Canada déclare que le nombre d'incidents d'intoxication alimentaire attribuables au lait a considérablement chuté depuis que Santé Canada a rendu la pasteurisation obligatoire en 1991. Cependant, le Québec, c'est la seule province dans toute l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, à autoriser le fromage au lait cru, donc chauffé à moins de 60 degrés, mais il est bloqué dans l'exportation, vu que partout ailleurs, voilà, il est interdit d'en consommer. Tous les fromages européens qui seront exportés en Amérique du Nord devront respecter cette règle de pasteurisation. Donc tu peux dire adieu à ton fromage de chèvre frais au lait cru. Je souhaite aussi aborder les plastiques alimentaires et leur réglementation au Canada. Très récemment, donc en novembre 2023, la Cour fédérale du Canada a invalidé un décret du gouvernement qui classait les articles en plastique comme étant toxiques en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. La Cour a annulé ce décret, l'a déclaré nul et illégal. Voilà. Oui, parce que le tribunal conclut qu'il n'est pas raisonnable de dire que tous les articles fabriqués en plastique sont nocifs, parce que cette catégorisation est bien trop vaste. Donc c'était les plastiques à usage unique qui étaient visés, comme les pailles, les sacs d'épicerie, les contenants à nourriture à emporter. Donc voilà, tu en verras de partout. Et un petit aparté aussi sur le bisphénol A. Donc, comme tu le sais, il est interdit dans l'Union européenne. Au Canada, il est seulement interdit dans les biberons, mais pas dans les autres plastiques, comme les tickets de caisse. Alors, je te parle brièvement de l'alimentation dans les écoles. Donc là, je te renvoie à ma vidéo Apprendre en Colombie-Britannique, où je te présente le mode d'alimentation dans les écoles. Donc pas de réglementation particulière dans les écoles canadiennes. Simplement, tu vas trouver fréquemment, à l'initiative des directions d'école, l'interdiction formelle d'apporter tout type de noix dans la boîte alimentaire, dans la lunchbox de ton enfant. Voilà, parce qu'il y a trop de cas d'allergie. Donc voilà, toutes les noix sont bannies des lunchbox dans la plupart des écoles. Mais si tu vas dans une école du style école dans la nature, là on te laissera tranquille sur les noix. Et si ça te dit, on pourra faire un peu de batch cooking pour t'aider à préparer tes 20 repas de la semaine pour toute ta famille et pour éviter que le dimanche devienne une corvée de cuisine. Voilà. Tu peux introduire le batch cooking, donc si tu veux, on pourra en reparler. L'eau. Alors, qu'est-ce qu'on boit au Canada? Donc oui, on peut boire de l'eau du robinet, qui est tout à fait potable, a priori, mais les analyses d'eau ne sont pas obligatoires par les municipalités, c'est juste la province, le gouvernement provincial qui recommande d'analyser l'eau, mais ce n'est pas une obligation, donc tu peux pas réellement savoir ce qu'il y a dans ton eau.
La plupart des eaux, voilà, sont captées dans les lacs de montagne, donc elles sont censées être pures. Mais bon, comme tu as pu le voir, on pulvérise du glyphosate dans les forêts, donc bon, je passe vite fait. Hein. Aussi, tu peux vérifier les canalisations de l'habitation où tu habites. Si c'est une ancienne maison, s'il y a du plomb, tu peux être vigilant par rapport à ça. Et je te conseille d'utiliser des cafetières, parce que je pense à filtre, des carafes filtrantes, ou de mettre des bâtons de charbon qui filtrent les métaux lourds directement dans ta carafe. Voilà. Quant à la consommation d'alcool, elle est très encadrée en Colombie-Britannique, et l'âge est de 19 ans en Colombie-Britannique. Voilà. L'âge diffère selon les provinces. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et donc, j'avais dit que je te parlerais aussi de l'accord CETA. Donc là, j'ai un tableau qui résume la situation et qui va résumer aussi une bonne partie de la vidéo pour que tu puisses comparer à ce qui se passe en Union européenne et ce qui se passe au Canada. Je te laisserai le temps de le lire. Simplement, dans ce document qui est pris sur le site internet quoidansmonassiette.fr, ils ont mis que 80 OGM alimentaires étaient autorisés au Canada. Moi, d'après ce que j'ai compté et en ayant lu le même document qu'eux, c'est 13 d'OGM. Donc ils se sont peut-être un peu enflammés, mais voilà, je te laisse lire ça. Si tu n'étais pas au courant qu'en Amérique du Nord, les poulets étaient lavés au chlore, bah maintenant tu le sais. En tout cas, voilà, si je t'ai fait peur avec tout ce que je t'ai exposé sur l'alimentation au Canada, si tu choisis l'agriculture biologique, tu seras épargné par tous ces pesticides, OGM. Voilà, c'est un des meilleurs moyens d'éviter voilà, tout ce que je viens de te présenter. Je te remercie d'avoir pris connaissance à mes côtés des réglementations alimentaires au Canada. Je vais essayer de te vendre du rêve dans la deuxième vidéo et on parlera gastronomie britanno-colombienne et je pense que ça nous ouvrira l'appétit. À bientôt. Ciao.